Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Mes invités sont des personnalités avec des expériences, des visions et des expertises à découvrir. Mon podcast est centré sur la culture gastronomique de France et d'ailleurs, relayé et incarné par des artisans et des artistes engagés, tous enrobés d'une passion communicative. J'aime mener cette conversation polyphonique comme une communion, comme une célébration, comme une exploration très enrichissante. Aujourd'hui, au micro du Studio Module, je reçois Stéphane Carbone, chef cuisinier français installé en Normandie à la tête de 2 restaurants, une brasserie raffinée et chaleureuse à Hérouville-Saint-Clair et un restaurant gastronomique de haut vol à Caen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alessandra Montel, co-dirigeante d'une enseigne de supermarché spécialisée dans la distribution des produits frais de qualité depuis plus de 10 ans et mon partenaire officiel. Bonjour Alessandra. Bonjour. Charlène Cabioche, experte en café et mixologie spécialisée dans le développement des boissons à base de café. Bonjour Charlène. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Domitille Deliassi, directrice générale de Jadis et Gourmande, une chocolaterie artisanale fondée en 1982. Bonjour Domitille. Bonjour. Alors Charlène, je commence avec toi. En 2021 et 2023, tu as été championne de France du Coffee in Good Spirits. Yes. Enfin, je ne suis pas du tout anglaise. Coffee in Good Spirits, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses ? Yes. Alors Coffee in Good Bah oui. Ok. 2021, donc après Covid, je venais de rentrer du Guatemala. Donc je me suis inspirée de ce pays pour pouvoir créer une boisson signature. Donc un espresso, un sirop de chocolat qui vient aussi du Guatemala, coulis de fruits rouges et du rhum Botran, donc rhum du Guatemala. Donc pour faire une compétition, il y a beaucoup de rigueur, un concept à choisir, il faut bien connaître les règles, il faut se préparer, c'est beaucoup d'investissement quoi, dans tout, de temps, d'argent. 2021, donc je remporte la compétition, je suis trop contente. Elle se passait où ? Elle se passait à Lyon, c'était au Syrah. Okay. Ouais, au Syrah. Donc là, c'est le moment de plonger dans le grand bain. Donc championnat du monde, parce qu'après les championnats de France, c'est les championnats du monde, donc il faut se préparer. Là, c'est une autre histoire. C'est la suite logique. C'est ça. Donc en fait, pour toi ou pour les autres ? Pour toutes les personnes qui remportent la compétition, donc Coffee in Good Spirit, barista, latte art. En fait, il y a plusieurs il y a plusieurs catégories dans les métiers du café. Donc, tu vas retrouver Coffee in Good Spirit. Donc, c'est les cocktails à base de café et d'alcool. Et tu vas avoir barista, c'est un peu tout. Donc, tu as aussi faire une boisson lactée, une boisson signature sans alcool, des espressos. Tu as le latte art, donc les dessins sur le café. Tu as la torréfaction, tu as le cup tasting. Plusieurs catégories. En fait, c'est les JO du café, quoi. C'est bien, ça nous parle. Voilà. Ça, c'est très bien. Et du coup, là, je décide de partir à Milan pour voir ce que c'est que les championnats du monde. Donc là, c'était la catégorie barista. Et j'ai rencontré la team du Panama. Donc c'est là que l'histoire a commencé aussi, parce que la team du Panama m'a proposé de venir faire mon café de compétition avec eux. Donc d'où le Panama. Je suis partie là-bas pour découvrir les process expérimentaux de café. Découvrir ce que c'était le côté de la production, le Panama Geisha, donc l'engouement pour ce café et toute la conception. Donc j'ai créé un univers autour du café du Panama, donc le Panama Geisha. Je suis retournée, donc je suis allée à Milan, j'ai fait la compétition en 2022 et ça m'a tellement donné envie alors je me suis, waouh, c'est beaucoup de préparation. On était une petite team, donc je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment un coach, qu'il fallait du lourd en fait pour se préparer à la compétition. D'être entouré. Ça, d'être entouré, c'est hyper important. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de reparticiper au championnat de France. Donc c'est pour ça que j'ai reparticipé en 2023. Et tu as eu ? Voilà. D'accord. Ouais, 2023. Double titre. Yes. Comme ça, tranquille. Voilà. Okay. Donc cette fois-ci, j'étais accompagnée d'une coach. Donc c'était quand même beaucoup plus simple parce que je travaillais. Et en fait, il faut allier le travail et il faut allier la compétition aussi. Ça peut être même un travail du coup à part entière, quoi.
Et ensuite, je suis partie à Taïwan. Et là, pour le coup, j'ai décidé de le faire toute seule. Donc, j'étais quand même accompagnée d'une entreprise française qui m'a aidée, qui m'a prêté ses locaux, qui m'a sponsorisée. Donc, je devais travailler à côté. Je m'entraînais à la compétition. Je suivais aussi des cours sur le thé de Taïwan parce que ça m'a inspiré aussi le concept. Donc, je m'inspire beaucoup des voyages que j'ai pu faire. Et des rencontres. C'est ça, toujours, en fait. C'est toujours des connexions, des belles rencontres. Et c'est ça qui m'inspire dans mes cocktails. Et là, pour le coup, donc, j'ai suivi une grosse formation sur les thés de Taïwan. Et pour découvrir tout cet univers et pouvoir allier le café. Donc, j'ai choisi un café qui venait du Guatemala et un qui venait du Panama aussi. Et je l'ai allié avec du thé, donc le café du Guatemala, pour faire un cocktail chaud. Et je suis partie à Taïwan, mais je me suis rendu compte en fait que j'étais pas assez prête cette fois-ci. J'avais pas pris de coach. C'était beaucoup plus compliqué parce que encore un deuxième championnat du monde. Quel âge tu as, Charlène ? J'ai 26 ans. D'accord, ok, voilà. C'est quand même un truc. Voilà, moi je suis admirative de ce que tu fais et hyper créative en fait. C'est ça qui porte. Ouais. C'est un peu notre point commun aussi toutes les deux. C'est vrai. Merci Charlène. Stéphane. Oui. Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Alors moi j'aimerais que tu me racontes quels sont les moments marquants de ta carrière. Les plus marquants, oui. C'est de faire de la cuisine, tout simplement. C'est vraiment ma passion depuis tout petit, grâce à ma mère et ma grand-mère. Voilà, j'ai eu la chance de travailler pour des très très grands chefs, Georges Blanc et autres, Bruno Auger à Cannes, et puis voilà, la chance de voyager, mais ça on en parlera tout à l'heure aussi, et c'est de transmettre. Voilà, ma passion. Parce que ça, c'est vrai que tu fais beaucoup de cours, et moi qui suis venue te voir dans ton restaurant, je vois le lien que tu as avec ton équipe en cuisine. C'est important. Avec effectivement les apprentis et avec tes clients. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui est gage de ton succès. Oui. C'est un peu d'humanité et beaucoup d'humilité, malgré tout. Ouais, beaucoup. Il faut rester très humble, malgré tout ce qu'on a fait dans notre vie. Voilà, parce qu'on ne sait jamais tout, mais voilà, faut rester vraiment très très humble et vivre de sa passion. Ça, c'est pour moi, c'est un des plus beaux métiers, et de le transmettre, comme on le disait tout à l'heure. Mais la relation client, ma relation avec mes collaborateurs, parce que j'en ai 38, 42 maintenant. Mais et la relation avec mes clients sont très importants. Moi, j'incite les chefs, parce que moi, je suis un des premiers à aller en salle à chaque fin de service, de faire le tour de salle pour faire un point, oui. Oui, parce que d'être enfermé dans sa cuisine, ça n'a pas en soi beaucoup d'intérêt, vu qu'on cuisine pour les autres. Oui, puis moi j'ai la chance que c'est une cuisine ouverte déjà. Très belle les gens adorent. Les gens voient tout ce qui se passe. Donc oui, ça plaît. Et comment tu décrirais ta cuisine ? Simple, exigeante, mais simple. Voilà, travailler des bons produits. Moi j'ai la chance en Normandie. Moi je suis de Lyon à la base, ville de gastronomie. Et j'ai la chance d'être en Normandie parce qu'en Normandie, il y a vraiment tous les produits, aussi bien de la mer que la terre, ou les produits cidricoles, produits laitiers, produits maraîchers. Donc on a vraiment tous les produits à dispo. Et puis moi, c'est de travailler avec mes producteurs locaux au plus près, quoi. D'aller à 6h du matin, ça me dérange pas, aller chercher mon poisson, mes Saint-Jacques au bord de mer, d'aller voir mes maraîchers, arracher les carottes ou les petits ocas du Pérou qui sont là en ce moment. Mais il y a plein de choses. Voilà, moi j'aime l'humain. C'est pour ça que t'es là. Et parce que je vous aime tous. Nous aussi on t'aime, Stéphane. Voilà. Alessandra, alors justement, là c'est très bien la passerelle, transition des produits. Donc moi je travaille avec toi depuis 10 ans. Donc si les clients m'entendent, s'ils trouvent que c'est bon, c'est peut-être un peu parce que j'ai du talent, mais c'est aussi beaucoup parce qu'il y a des bons produits. Donc ça c'est grâce à toi. Et justement, comment tu sources ? Quelle est ta philosophie en termes de sourcing ? La chose la plus importante pour le sourcing, c'est le goût. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on fait ce métier avec mon associé, mon frère. C'est qu'on est des passionnés du goût depuis tout petit, et en fait, c'est nos parents qui nous ont transmis ça. Et donc, en fait, nous, le leitmotiv, ce qui nous anime, c'est le goût. Donc, en termes de sourcing, c'est le goût. Donc, on va goûter l'ensemble de nos produits. Que ce soit, il n'y a pas un produit qui rentre dans notre magasin sans qu'on l'ait goûté. Je vois par exemple les mangues. Mon frère à Rungis, il descend dans les sous-sols et il va goûter quelques mangues. Il va les sélectionner pour qu'on ait vraiment que le meilleur. Et c'est le meilleur. Je te le dis, les mangues, parce que ça fait 10 ans
Je n'ai jamais eu un problème avec les mangues. Et à chaque fois, que ce soit en atelier ou en presta, les gens me disent, mais c'est quoi ta mangue? Ouais. Et voilà. Et c'est marrant parce que justement, la mangue, c'est un produit qu'on ne vendait pas beaucoup à la base. Moi, ça fait donc plus de 10 ans. Et au début, la mangue, c'est un produit considéré comme un produit de luxe, ce qui est vrai. Mais on en vendait très peu. Et en fait, de plus en plus, c'est un produit qui est en croissance parce qu'en fait, les gens reviennent parce qu'il y a vraiment une qualité, une constance dans la qualité. Et je pense qu'on a vraiment éduqué, entre guillemets, nos clients à en manger un peu plus. Donc sourcing, donc tu sourcing, goûtes. Et en termes de... Donc la mangue, on n'est pas sur du circuit court, mais je sais que... Ouais. Parce qu'on est à côté, on n'habite pas très loin du magasin, et on est dans le Vexin. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de richesses. Exactement, donc en fait, on essaie de travailler le plus possible avec les producteurs qui nous entourent. Alors malheureusement, on est dans une région où il n'y a pas non plus énormément de produits, mais quand c'est moins inspirant qu'en Normandie ou dans le sud. Donc nous, par exemple, on a les pommes et les poires. En fait, il faut savoir que le Val d'Oise, c'est un terroir, un des meilleurs terroirs quand même de France pour les pommes et les poires. Donc oui, bien évidemment, on travaille avec les producteurs du coin pour les pommes et les poires, les champignons, les carottes. Voilà, dès qu'il y a des choses autour, on va voir les producteurs. Et c'est pas forcément que des fruits et légumes. On travaille avec la ferme de Chauvry pour les chèvres. On travaille avec un fumoir traditionnel pour le saumon, qui est juste à côté à Achères. Donc quand on peut le faire, on le fait. Après, ça veut pas forcément, c'est pas parce que c'est local qu'on va le faire. On goûte quand même le produit parce qu'il y a des pommes et des poires qui sont pas forcément dans notre cahier des charges et du coup on va pas forcément y aller parce que c'est à côté. Donc vraiment le truc le plus important, c'est pas forcément la provenance, c'est vraiment le terroir. Oui, parce que vos clients sont exigeants. Oui. Voilà, on les a rendus exigeants, je pense. Non, mais c'est vrai. Donc, tu dois être en permanence aussi en recherche de nouveaux produits. Parce que ça aussi, je pense que c'est important de moderniser en permanence parce que ça se poussière. Enfin, ça devient très vite poussiéreux. Oui, et puis il y a des choses qui fonctionnaient très, très bien il y a 10 ans et maintenant les avocats, par exemple, effectivement, c'est un produit qu'on ne vendait pas tellement. Alors, c'est pas local, ça c'est clair, mais voilà, les avocats, on a une salle de chauffe où on prend les avocats et on les bichonne et on... on a une salle de chauffe. C'est trop mignon. Les avocats, on les bichonne. Mais on les achète. Ah oui, non, mais c'est pour Noël, par exemple, on en vend beaucoup. Et on les prend à une certaine maturation et on les bichonne. On va les mettre dans une salle de chauffe, on les retourne, on les masse. Et en fait, ils sont prêts à déguster. Parce que je sais pas, vous avez tous acheté un jour un avocat où en fait vous l'ouvrez, soit c'est trop dur, soit c'est noir. Et en fait là c'est il peut y arriver. On n'est pas dans le fruit, donc non, mais c'est très rarement arrivé aussi. Voilà, donc c'est parce qu'il y a des gens derrière qui sont dans une salle de chauffe et qui regardent. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je masse des avocats. Non mais c'est marqué dans mon contrat. Et en fait c'est incroyable, mais les gens ne le savent pas forcément. Mais il y a un vrai travail derrière. Pour les avocats et pour plein d'autres choses, mais voilà. Merci beaucoup. Mais alors du coup, c'est pour qui? Pour les restaurateurs? C'est que pour les restaurateurs? Pour les particuliers? Non, pour les particuliers, en fait. C'est pour les consommateurs. En fait, c'est un supermarché. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que tu n'es pas spécialisée. Il y a que moi, grosso modo. On a quelques pros des restaurants qui sont autour, qui viennent. Pour des choses bien spécifiques. Oui. Pour les avocats qui sont. Voilà, des boulangers. Sont bichonnés. Non, on a quelques restaurateurs. Alors c'est pas le gros de notre activité, c'est pas le pro, mais on a quelques restaurateurs, on a des boulangers qui viennent chercher les fraises et les framboises. Voilà, donc. Mais tu nous as pas dit le nom de la boutique? Ça s'appelle Univers Primeur. Voilà. Pour le moment. On est sur des modernisations. Mais Univers Primeur, effectivement. À la base, c'était Univers Primeur parce que c'était au fondement de cette entreprise, c'était que des fruits et légumes. D'accord. Qui appartenait à tes parents? Qui appartenait à mes parents, effectivement, il y a 20 ans. Et donc au début, il n'y avait que des fruits et légumes. Et en fait, avec mon frère, on a développé tout le reste de l'alimentaire. Et donc maintenant, il n'y a pas que des fruits et légumes. On peut faire toutes les courses chez nous. Tu peux faire toutes les courses. T'as de la crèmerie, t'as des jus de fruits, t'as des brioches. Enfin, moi, je le connais par cœur, le magasin. Mais t'as de l'épicerie fine, t'as des pâtes, t'as des conserves. C'est là où tu prends tes petites pousses et tout? Oui, mais les fleurs, je les commande chez elle. Oui. Une commande spéciale Virginie. Quand elle veut des violettes ou des rouges, on lui trouve des violettes et des rouges. Moi, je travaille avec mon mari et Guillaume et Virginie, quand ils rentrent à Univers Primeur, on est les stars. Mais les stars gentilles. Tout le monde s'arrête de travailler, quoi. Non, mais ils savent que. Mais en fait, c'est hyper valorisant pour nos équipes. Pour le coup, on est hyper fidèles. Non, mais c'est très valorisant pour nos équipes. En fait, ils adorent.
Parce qu'ils disent, bon, bah voilà, en fait, les produits sont proposés. Sont mis en valeur, oui. Et on est hyper bien reçus. Enfin, à chaque fois, c'est vrai que tous les collaborateurs... c'est les bouchers, moi j'adore. C'est ce qui nous différencie des grandes surfaces, en fait, c'est qu'il y a une vraie proximité. L'humain. Oui, vous êtes combien? On est 60. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, il y a du monde. C'est grand, alors. C'est grand. Combien il fait de mètres carrés, le magasin? Alors, en fait, c'est entre 800 et 1000 mètres carrés de surface de vente. Ouais. Ah ouais, c'est pas une échoppe. Hein. Mais oui, non, mais... Il n'y a pas juste les avocats, les mangues et des pâtes. Non, Okay. C'est très... Alors, attends, parce que moi, j'adore. On rentre. Ouais. On a un côté boulangerie. D'accord. On a un peu de cidre. On a le produit frais avec les petits blinis, les petits œufs de truite que j'achète. Ensuite, on a le charcutier traiteur à la coupe. Ensuite, on a le boucher à la coupe que j'adore. Voilà, moi, je les adore. Ensuite, on a le côté un peu Italie, donc avec la charcuterie italienne. Ensuite, on a les étals, fruits, légumes. Au bout, on a le saumon fumé, quelques produits traiteurs. Après, on a des pâtes. Après, on a des confitures, du miel, des jus de fruits, toutes les amandes, il y a un peu de pâtisserie. Après, il y a plein de choses pour... La chambre légumes. Et puis derrière, j'allais parler derrière, il y a le fromage, les échalotes, tout ça. Et puis, il y a la chambre légumes qui est dingue. Les choux... Il y a tout, quoi. Il y a tout. Virginie, c'est l'ambassadrice. Ah non, mais moi, j'adore. Je devrais te donner un micro. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, et je le dis, c'est l'occasion de le dire. Moi, quand les clients me disent... On aime ce que tu fais, je dis toujours, la base, c'est quand même le produit. Bah oui, c'est ça. J'ai beau être créative, être passionnée, si je prends un truc pourri dans une enseigne qu'on n'aime pas, je suis pas sûre de faire des miracles, en fait. Et c'est vrai que chez toi, il y a même du vin. Nous, on prend très souvent du vin, tu as une belle cave. Il y a des produits, là, à Noël, il y avait il y avait du chocolat, il y avait des panettone, il y avait des produits, des petits biscuits italiens. Enfin, non, je connais par cœur. Par cœur. Bon, on s'arrête là, on reviendra après. On va passer quand même à Domitil. Alors, Domitil, comment toi s'est passé le virage entre ta carrière et la décision de rejoindre l'entreprise familiale? Alors, c'était un total hasard, en fait. Moi, j'étais pas du tout dans cet univers de l'alimentaire. Je travaillais dans une agence de communication et mon père me dit il y a quelqu'un qui part en congé mat, je suis un peu embêtée, elle s'occupe du commercial, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je me dis, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien changer de métier. En fait, j'aimerais bien écrire un livre. Donc, je te propose de venir à mi-temps. Et je fais du commercial et en même temps, j'écris mon livre. Il me dit d'accord. Donc, je ne connaissais rien au commercial. La seule chose, c'est que le chocolat, forcément, ça me parlait parce que j'étais un peu tombée dedans quand j'étais petite, vu que la société a été créée la même année que ma naissance. Donc, je commence comme ça. Alors, ça a été très stressant au début, parce que forcément, il y a tout un système pour faire des devis. Mais par contre, j'avais quelque chose pour moi, c'était que je savais parler quand même du chocolat. J'avais cette passion. Cette transmission. Et en fait, surtout, j'ai très vite découvert que cet aspect commercial et la magie du chocolat. À chaque fois qu'on prononce le mot chocolat, les gens sont enthousiastes. J'ai trouvé que c'était super. Donc voilà. Donc je suis restée dans la société. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'y suis. Et donc, j'ai pu tester un petit peu tous les différents métiers qui sont là. Après, c'est vrai que quand j'étais étudiante, j'étais aussi vendeuse. Ça fait vraiment partie de ma vie, en fait. On est complètement liés, cette société et moi. Ton rôle a changé et a évolué. Exactement. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le commercial pour le B2B. Et ce qui est chouette dans le B2B, c'est qu'on fait beaucoup de personnalisation. Et donc, en fait, je crois que j'avais aussi une dimension créative que j'avais envie d'exploiter, que je connaissais pas forcément. Mais j'ai découvert que c'était quelque chose que j'adorais faire. Et donc, pouvoir discuter avec des sociétés qui ont envie de réaliser des choses un peu différentes, faire des moulages qui leur ressemblent. Enfin voilà, pas toujours faire la même chose. C'était assez magique aussi. Comme on a notre labo, on peut être très souple et donc on peut être très rapide. Tout est possible avec le chocolat. C'est une matière qui est incroyable et on n'avait pas un planning qui empêchait justement d'être agile et de dire allez banco, on teste quoi. Alors moi il y a un petit sac là. Moi je veux bien que tu ouvres ce qu'il y a dans le sac. On va faire ça en live. Bon, déjà, j'avais pris une boîte pour toi, Virginie. Donc après, tu vois si tu la partages. Trop mignon. Après,
J'ai pris des choses assez simples, en fait. J'ai pris des petits palets de chocolat lait et noir pour que vous puissiez goûter, parce que je trouve que c'est la base. Oh, c'est beau. Laura, je suis désolée. Mais c'est écrit merci Virginie. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oh, la semaine commence très bien. Oh, ça me touche beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Donc ça, c'est vraiment... Je le garde. Ok, bon bah... Voilà. Elle ne partage pas. Non. Et vous êtes où, du coup? Alors, on a 6 magasins à Paris. Et notre labo, il est dans l'Essonne, à Chie-Mazarin. D'accord. Et voilà, et on a un Désolée style de pour les vente en petits ligne. bruits. Alors, le petit bruit, on va tout ouvrir. Je vous laisse ouvrir les autres. Alors là, on a croquant lait et noir. Alors, j'ai pris des choses assez simples parce que je me suis dit, c'est le matin. Bah oui, mais c'est super. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais C'est trop mignon. Avec plaisir. Ça, c'est du spéculoos enrobé de chocolat. C'est assez régressif. C'est Mais bon. ça, j'ai avec- jamais testé ça. Laura, Merci. Laura, tu peux prendre. Magnifique. Très, très bon. C'est bon, hein. Et du coup, vous êtes combien, vous? Nous, on est une trentaine. Et ça monte à 60 au moment de Noël et Pâques, parce que forcément, c'est une activité très saisonnière. Donc voilà, en plus, là, on a de la chance parce qu'on a beaucoup de gens qui sont fidèles en saison et beaucoup de gens qui reviennent. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a un savoir-faire qui se garde. C'est pas toujours évident parce que nous, toutes les boîtes, évidemment, sont faites à la main au fur et à mesure des commandes, notamment pour les entreprises. Voilà, ils nous commandent, il n'y a rien qui est prêt. Donc on va le faire minute, on va dire, à Chie-Mazarin. C'est là qu'on va pousser un peu les murs et installer tout le monde pour qu'on se mette à faire des boîtes. Là, j'imagine pour la Saint-Valentin, ça bosse aussi pas mal. Et la Saint-Valentin, oui, c'est vrai, c'est une belle fête. Surtout Pâques, pour vous. Pâques arrive. Et Ouais. Pâques et Noël, c'est vraiment les deux moments phares. Oui. Mais après, on essaye de faire des collections tout au long de l'année pour aussi un peu désaisonnaliser. Et puis la dynamiser consommation. toute l'année, en fait. Exactement. Parce que pour vous, vous en avez besoin aussi toute l'année. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Domitille. Merci vraiment pour le petit cadeau, c'est trop mignon. Stéphane. Oui, c'est moi. Alors, moi, j'ai un peu bossé sur le personnage. Ah. Et j'ai vu... Ne dis pas tout non plus. Non, je dirais pas tout. J'ai vu que tu avais cuisiné quand même pour des grandes personnalités. Plusieurs, oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, j'ai eu la chance de faire par exemple Obama 2 fois. Voilà. Ah oui. Et Ah bah oui. dont 20 chefs d'État les plus grands de ce monde, hein, que ce soit la reine-mère, Poutine à l'époque, enfin il est toujours. Hein. Mais voilà, avec 20 chefs d'État, nous en Normandie, comme c'est très chargé d'histoire, c'est tous les 6 juin par rapport au 6 juin 44. Donc il y a des fêtes Le anniversaires débarquement. tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et donc moi j'ai eu la chance de faire le 70 et le 75e anniversaire, dont Obama et Sarkozy en 2009, et Obama et les 20 autres chefs d'État, c'était en 2014, pardon, dans un très beau domaine en Normandie. Donc voilà, c'est des moments très prestigieux, très... Ça fait peur des fois. Hein. Bah, Oui. j'imagine une petite pression. Petite un peu quand même. Et c'était là, on quoi sert alors ton rôle exactement? Chef de cuisine, c'est moi qui faisais les menus pour nos convives des chefs d'État. Donc pour les réceptions. Voilà, pour les réceptions. Mais voilà, donc 6 mois à l'avance, on travaille beaucoup avec l'Élysée, pardon. À l'époque, on travaillait avec Guillaume Gomez. Donc, il nous faisait entièrement confiance. Et moi, je trouvais ça très bien qui donne la chance aux chefs normands de préparer les repas pour nos convives. Et donc, 6 mois à l'avance, je vous la fais bref, hein. C'est un peu intéressant. Hein. C'est un peu intéressant quand même. Intéressant quand même. C'est voilà, 6 mois à l'avance, je fais les menus et avec l'aide de l'Élysée, ça part dans tous les protocoles de chaque pays, là où les présidents seront, où les rois et les reines seront parmi nous, pour avoir les retours des contraintes alimentaires, Bien des sûr. allergies et des couleurs. Ça aussi, les couleurs. Les couleurs. Les couleurs sont importantes, ouais, pour certains pays. D'accord. Donc, Par rapport à la culture ou par rapport pas à la culture ou ce qui s'est passé pendant la guerre ou avant-guerre. D'accord. Voilà. Ok. Mais voilà, c'est surtout pour avoir les contraintes alimentaires et les allergies. Voilà, un petit truc. Voilà, pour Obama, il n'aime pas les asperges, par exemple. Il adore la moutarde française. La reine-mère, à l'époque, elle avait un problème avec son bras gauche, donc il fallait jouer sur les textures. Mais c'est des moments
tellement prestigieux et beaucoup de bienveillance pour nous, mais beaucoup contrôlé aussi par les services de sécurité, les services d'hygiène, évidemment, 48 heures. On met rien dans les Pas plats. de poison, pas de Non, poison. pas de poison, Bah oui, ouais. non, mais ça, c'est... Non, mais déjà 48 heures avant, nous, 6 mois à l'avance, mon équipe et moi étaient surveillés. Ensuite, 48 heures à l'avance, avant de fabriquer, il y avait le GIGN qui était avec nous en cuisine, carrément. Bien sûr. Voilà, plein de petites choses. Mes fournisseurs aussi étaient contrôlés. Et au moment du repas, par exemple, je prends pour les 20 chefs d'État, il y avait à l'époque, en 2014, c'était encore un problème avec la Crimée entre Poutine et les autres chefs d'État. Donc, il n'y a que le médecin... C'est vrai que ça n'a pas changé depuis. Non, ça n'a pas changé, pas vraiment. Et il n'y a que le médecin personnel de Poutine qui a voulu, pour chaque plat, entrée, plat, dessert, de vérifier, de tester les plats, en fait. Voilà, pour des raisons de sécurité. Normal. Mais voilà, c'est des grands moments, parce que là, vous avez tout. Il n'y a pas que le GIGN, il y a tous les services secrets, que ce soit FBI, MI5. Ils sont tous là chez nous. Voilà. Incroyable. Et Ça comment doit être tu super sors sympa. de cette expérience la première fois, parce qu'après tu dis que tu l'as refait. Première fois... Parce qu'on est venu te chercher. Enfin, comment ça s'est passé? Alors oui, en on est fait venu me chercher parce qu'ils savent tout de moi, ce que j'ai fait, où j'ai travaillé, où j'étais à l'armée d'ailleurs. Donc ils savent tout, vraiment tout de moi et de mon équipe. Mais pour moi, c'était vraiment un honneur, quoi, parce qu'il faut pas se louper. Parce que là, on sert vraiment les chefs d'État, dont notre président à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Il fallait pas se louper, donc on sait qu'on a un timing à respecter. Donc là, on n'avait que 4 personnes à gérer en 2014. Pardon, en 2009, on n'avait que 4 personnes. En 2014, on avait 20 chefs d'État plus la délégation proche. Donc il y avait 80 couverts à envoyer. Donc il faut aller très très vite. Faut bien s'organiser. Même au niveau du service. Donc, pour des raisons de sécurité, pour les 20 chefs d'État, il y avait tous les maîtres d'hôtel de l'Élysée qui étaient là. Voilà, pour respecter le protocole, puisqu'il y a tout un symbole. Et ce qui avait de beau, c'est que, ça soit en 2009 ou en 2014, ils avaient fait venir dans un très beau manoir en Normandie, toute la vaisselle et l'argenterie de l'Élysée, donc porcelaine de Sèvres de Napoléon et les couverts en vermeil. Et ensuite aussi des camions entiers d'ameublement de Versailles. C'était pour combien de personnes? À quelle époque? Là, pour cet événement, tu dis le 70e. 70e, c'était 2009, c'était pour Obama et Sarkozy avec leur épouse. Oui. Ah. Voilà. D'accord. 4 personnes. Ok. Voilà. Puis après, il y avait les 20 chefs d'État en 2014 avec la délégation proche. Et ça fait combien? 80. Ok. 60-80. Voilà. Non, mais des très très bons moments. Et j'ai eu la chance parce que moi j'ai eu un ami, j'ai toujours un ami. À l'époque d'Obama, son chef à la Maison Blanche, c'était un ami qui a travaillé moi au Majestic à Cannes, et c'est un chef français. Donc lui, il était venu, voilà, par sympathie, parce qu'il savait que Obama venait et que moi j'étais là. Donc il est venu faire une photo Obama. Donc j'ai trouvé ça tellement migneux, donc on a fait un selfie. Alors je l'ai même pas emmené, c'est bête, je n'y arrive pas. Et donc du coup on a réitéré ça en 2014 avec les 20 chefs d'État. Donc Obama était venu le premier, et donc les autres évidemment ils ont tous voulu le faire, même Poutine. Il y a que la reine d'Angleterre qui est venue, mais il fallait pas faire le côté selfie, quoi. En fait. Ouais. Voilà, fallait pas la toucher. Mais voilà, j'ai trouvé ça tellement mignon et bienveillant de leur part. Et puis pour toute mon équipe, c'était le Graal. Bah oui. C'est quand même un souvenir extraordinaire Oui, quand tu c'est des bons racontes ça. moments, oui. Ouais. Merci, Mais je vous en prie. Stéphane. Ah oui, on se voit, Oui, c'est oui. vrai. Charlène, Oui. alors, comment les différents pays producteurs se différencient-ils en termes de goût et d'arôme? D'accord. Alors déjà, on va avoir des typicités. Donc par exemple en Afrique, on va retrouver des cafés plus floraux, plus fruités. Après, quand on va aller en Amérique centrale, Guatemala, Colombie, on va être plus fruité mais fruits rouges, donc cerises, fraises. Après, on va descendre vers le Brésil, on va retrouver des notes un peu plus chocolatées, noix, des fruits à coque. Mais ça dépend aussi beaucoup de la variété, du terroir et du process. Parce qu'en fonction de la variété, par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes notes dans un geisha. Donc là, ça va être l'un de mes cafés préférés. Vous allez retrouver beaucoup de notes florales. Donc là, vous allez avoir du jasmin, vous allez avoir des notes fruitées sur la bergamote, le citron. Vous allez avoir des notes douces, donc plus sur abricot, pêche.
Donc ça, c'est pour la variété geisha. Ensuite, vous allez avoir d'autres variétés, le katsura, le maragogi. Maragogi, vous allez avoir une note un peu plus beurrée. Donc en fonction des cafés, en fait, tous ces paramètres, tous ces éléments, ça va être vraiment dur de dire fruit rouge, il vient de Colombie. On a des typicités, mais en fonction du terroir, de la façon dont il a été produit, de son process et de sa torréfaction et de son extraction, on va ressentir des goûts différents. Donc, par exemple, un geisha lavé du Guatemala, là, vous êtes sûr que vous allez retrouver du jasmin, de la bergamote, une finale sur du thé vert, par exemple. Donc là, tu nous parles de café. Là, je vous parle de café, ouais. Je vous parle de café. Et donc, quand on a découvert, quand on sait que dans le café, on peut trouver des notes de jasmin, de bergamote, pour moi, là, on découvre une partie du monde, quoi. Parce que nous, on connaît pas, c'est pas du tout dans nos cultures de boire un café dans lequel on va trouver des notes florales, par exemple, ou de l'agrumes, ou du fruité, des notes de cerise. On a l'habitude de parler de ça pour les vins. Oui, c'est ça, ouais. Ou le chocolat. Ou le chocolat. Alors ou le chocolat aussi, donc ça commence à se vulgariser un petit peu ces techniques. C'était la question d'après, de savoir comment déguster en fait le café selon une expertise précise, tu vois, assez académique. Mais c'est très, c'est incroyable ce que tu racontes. Moi, je savais pas, par exemple. Tu vois? Oui, c'est super. Même pour les grands chefs, quand on sait qu'on peut terminer le repas avec un geisha, pour pas se priver, en fait. Mais oui. moi, je suis impressionné parce qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas, ça. Et oui, parce qu'on savait pas. Et on savait pas. Mais alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as 26 ans et je trouve ça impressionnant de goûter le café et de reconnaître toutes les saveurs. Ouais, j'ai vraiment j'ai vraiment découvert le café et j'ai senti que c'était fait pour moi, que j'avais envie vraiment d'approfondir. Oui, on sent un peu une passion. Ouais. Parce que du coup, comment tu es venue dans le café? L'école hôtelière. Un jour, je tombe devant une 50 d'école hôtelière. Je tombe devant une table de dégustation. Et là, je me dis, donc on a des cours d'onologie, on a des cours de cuisine, mais par contre, on ne sait pas ce que c'est que le café. Donc, moi, je ne savais même pas faire le café. Pour moi, c'était une boisson amère. Et il n'y avait pas d'histoire derrière. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une histoire, une origine des personnes, des goûts différents en fonction de l'origine, du process, de tout, et ça m'a fasciné. C'est ça m'a fasciné. Ça m'a donné envie de découvrir ce que c'était que ce produit. Et donc là, mais du coup, tu as voyagé, tu as vu tous les process? Oui. De la récolte jusqu'à la torréfaction, jusqu'à la... Exactement. Et c'est ça la partie que j'aime le plus, c'est de découvrir vraiment à l'origine comment ça se passe pour ensuite pouvoir retranscrire le goût en tasse et pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu voir. Et c'est notamment au Guatemala, Panama, j'ai vu pas mal les process. Donc de base, le café, c'est un petit arbuste et c'est des cerises. Donc vous allez récolter sur l'arbre des cerises de café et vous avez plusieurs process. Donc la cerise, ça peut être un geisha, un katsura, maragogi. Il y a plein de... Comme il y a les cépages dans le vin, vous avez les espèces et les variétés dans le café. Donc, après la récolte de ces petites cerises, soit vous décidez de les faire sécher au soleil. Donc ça je vous le fais simple. Vous les faites sécher au soleil et vous allez faire un process nature de café. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de sucrosité, beaucoup plus de notes fruitées. Ensuite, si vous voulez quelque chose de plus floral, plus acide, vous allez dépulper la cerise et vous allez la faire passer dans des bains d'eau. Donc ça, c'est la méthode voie lavée, donc un café en process lavé. Donc ça, c'est les deux grandes méthodes. Et ensuite, l'entre-deux, c'est la méthode honey process, donc la méthode miel, le mucilage du café. Une fois que la cerise elle a été décortiquée, au lieu de la laver, vous allez la faire fermenter ou la faire directement sécher. Vous allez avoir une fine pellicule de mucilage qui va vous apporter de la sucrosité. Ouais, c'est ça. Très proche. Le mucilage, c'est ça. Il y a énormément de similitudes entre les process cacao et café. Et le chocolat, c'est excellent. Le mucilage du chocolat, il a un goût de litchi, c'est trop bon, c'est acidulé, de rose. Et le mucilage du café, c'est aussi sucré, mais un peu différent. Quand on mange la cerise de café, il y a un petit peu une note sucrée. Et ça me fait penser au poivron. Aussi une note poivron, mais des petites notes aussi sucrées. Et donc là, ça, c'est les 3 grands process de café. Et après, vous avez des process expérimentaux. Donc, vous avez le nature, le lavé ou le honey. Et ça va vous donner déjà des indices sur ce que vous allez avoir en tasse. Si vous savez que vous allez avoir un café en process lavé, vous savez que vous allez avoir plus d'acidité, plus de clarté en tasse. Alors qu'un process nature, vous allez avoir plus de sucrosité, plus de fruité.
Et ça, quand on fait, donc on va revenir sur comment déguster le café. C'est des protocoles, par exemple le cupping, c'est ce qu'on va utiliser c'est un contrôle qualité du café. Donc on va mettre du café, une bouture de café et de l'eau par-dessus, de l'eau à 93 degrés. Et ensuite... 93 degrés, ouais. C'est précis. Oui. 11 degrés. Qui savait ça? Eh ben, non. Après, c'est des recettes. Donc là, c'est classique. On va faire le contrôle qualité. Par exemple, un chef qui veut choisir son café, on va lui proposer 5 cafés sur la table. Il va d'abord sentir la mouture fraîche, donc le café fraîchement moulu. Il va sentir les 5 cafés. Ensuite, on va verser de l'eau à 93 degrés. On va attendre pendant 4 minutes. On va casser la croûte. En même temps, je fais les gestes comme ça, vous pouvez voir. On va casser la croûte. On va retirer pour pouvoir slurper. Et slurper, c'est aspirer le café et mettre de l'air. Comme dans un vin, quand on va l'aérer, on va faire... voilà. Ben, le café, c'est pareil, avec la petite cuillère, on donne une aspiration. Et là, on va sentir tout ce que le café a à nous offrir. Donc, on va sentir ses notes, son acidité, son corps, s'il a de l'amertume, sa sucrosité. Et là, ça va nous permettre d'évaluer le café et de le choisir, en fait, tout simplement. Et après, vous allez pouvoir l'extraire, donc en espresso ou en méthode douce, en filtration. Donc ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus délicat si vous choisissez de faire un café méthode filtre et plus d'intensité avec un espresso. Et après, vous avez toutes les techniques, donc comment faire un bel espresso, comment faire un beau filtre, quel matériel utiliser. Il y a plein de détails. C'est un produit qui est tellement complexe que c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais. Et c'est pour ça que j'adore le café, quoi. J'adore le café, les produits dérivés, faire des cocktails aussi avec. C'est pour ça que je suis passionnée de cet univers parce que d'un seul produit, en fait, d'une cerise, on arrive à sortir une tasse magnifique. Merci Charlène. Merci beaucoup. Alessandra. Oui. Alors, comment vous travaillez, vous, pour améliorer l'expérience d'achat? Quel est votre rapport avec la clientèle, le client? Est-ce que vous les interrogez de temps en temps pour savoir s'il y a des produits qu'ils voudraient qu'ils soient en magasin ou au contraire? Voilà, comment ça se passe, votre rapport? On est très à l'écoute de nos clients. Je sais qu'on essaie de plus en plus de demander à nos collaborateurs de nous faire remonter les informations. Ça fait partie de leur travail de nous remonter... les gardiens de but, de remonter les informations qu'ils ont. Et puis, de plus en plus, alors, on essaie de communiquer en point de vente sur la transparence des origines, sur la transparence de notre sélection, parce que, on ne fait pas pour les avocats, mais on devrait, en disant, pourquoi on a sélectionné cet avocat ? Pourquoi on a sélectionné ces carottes, ce comté, Alors, il faut ce préciser Beaufort. que vous avez 2 magasins. Oui, aujourd'hui, on en a 2 magasins. On a 2 magasins et on espère en avoir un 3e bientôt. Ah. Voilà, c'est en cours. Okay. Donc, du coup, on essaie d'être transparent et de communiquer et inciter les clients aussi à les demander aux vendeurs de leur choisir les avocats, de leur choisir les mangues. Oui. Ça, c'est même écrit. C'est écrit, voilà. Il y a un truc que moi, j'aime beaucoup, c'est que vous mettez la photo des producteurs. Oui. On le fait de plus en plus. Voilà, oui. donc je sais que pour les asperges, notamment, vous le faites tout le temps. Au moment de Muriel Biberon, oui. Voilà. On essaie et je trouve ça génial parce que c'est incarné aussi. On sait qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a une philosophie qui a changé sur le manger vrai. On aime personnifier aussi parce qu'on sait tellement que les artisans, c'est dur, que l'agriculture, c'est dur, qu'on sait que les chefs qui travaillent les produits, on ne serait rien. Sans eux. Sans eux, clair, ouais. Ça on le dit souvent. Donc c'est important et je pense que ça touche aussi la clientèle qui est une clientèle très humaine et très à l'écoute de tout ça. Donc ça doit marcher. Oui, tout à fait. Et en fait, et aussi montrer que rien n'est laissé au hasard. J'ai un exemple, mais par exemple les amandes. Les amandes qu'on choisit, décortiquées, il y a un certain calibre. C'est le 22. Et on ne va pas en dessous de 22 parce que pour nous, c'est le calibre qu'il faut et c'est le meilleur calibre. Alors, c'est quoi ce calibre ? C'est un calibre, en fait, pour nous... C'est la grosseur ? La grosseur, oui. Ok. Voilà, chez nous, les amandes, elles ne rentrent pas avant un certain calibre parce que pour nous, c'est la meilleure. C'est là où il y a le meilleur équilibre. Parce que vous l'avez goûté, vous avez goûté d'autres. Voilà, tu reviens sur cette idée du goût. Tout à fait, du goût. Et en fait, même ça, on essaie de... Alors, peut-être pas forcément sur l'amande, mais sur plein de produits, on essaie de justifier aussi ce qu'on fait. Et leur dire, c'est pas au hasard et c'est ce qui nous démarque aussi des autres. Mais c'est pour ça que les gens reviennent. Parce que vous avez un beau taux de fidélisation. Oui, ouais. J'en suis la preuve. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, il s'avère que je rencontre de plus en plus aussi d'autres producteurs. Et je pense que les clients sont les meilleurs ambassadeurs et en fait, on ne communique pas du tout. Enfin, il faut le savoir, on est très mauvais communicants, malheureusement. On y vient, mais du coup, c'est en fait le bouche à oreille qui fait qui que... fonctionne parce le mieux. Que moi, il s'avère que je fais comme toi, Stéphane, beaucoup de cours de cuisine. Et à chaque fois, les gens me disent, mais t'as acheté ça où ?
je des univers primeurs. Et après, t'en as qui viennent. Tout à fait. C'est que comme ça. Donc, mais c'est un très, très joli magasin. Merci. Stéphane. Encore Mais oui. Ça revient vite. Alors, en 2023, tu as été président du jury du Trophée des Léopards, organisé par Marie. Oui. Marie Sauce. Marie Sauce. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un grand concours qui existe depuis 5 ans maintenant, oui. C'est un concours, grand concours régional déjà, et surtout de notre département du Calvados. Ça a été mis en place par Marie Sauce, qui est connue dans la France entière, voire dans le monde, qui organise beaucoup de grands concours avec des grands chefs. Qui a été longtemps présidente des Tanques françaises. Tout à fait, oui. Qui en est parti. Donc voilà, c'était en fait ce concours, c'est de mettre à l'honneur nos producteurs et surtout les chefs de tout domaine, de tous les domaines, que ça soit en collectivité, en restauration rapide, en gastronomie, en semi-gastro, ou alors nous on a fait, je vous raconterai la petite histoire, on a fait oui, on est là pour entendre tes histoires. Ah, j'écrive un livre. Mais oui. On en reparlera. On en parlera. C'est de faire venir des chefs aussi de l'armée française. Et ça, on a trouvé ça rigolo. Et moi, j'ai eu la chance, pendant 3-4 ans, être jury technique. Et j'ai eu la chance aussi, après, d'être président, du coup, de 2023. Donc, c'est des concours qui sont très stressants parce que faut bien s'organiser avec la région, avec tous les acteurs locaux et de trouver tous les chefs et notamment aussi tous les chefs qui viennent de la France entière, pour faire partie du jury technique et pratique. Donc voilà, non, c'est des beaux concours qu'on met à l'honneur. Léopard ? Léopard parce que c'est la région Normandie, c'est sur le drapeau, t'as les 2 léopards. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, merci. Après, il y a une grande histoire avec Guillaume le Concurrent. Et tu devais nous raconter une histoire aussi. Ah, sur quoi ? Je sais pas, t'as dit je vous raconterai l'histoire après. Ah oui, sur l'armée française. Voilà. Oui. J'ai eu la chance avec Marie Sauce, de faire intervenir des chefs de l'armée française de Cherbourg, parce que l'école des chefs de cuisine sont à Cherbourg. Et on a eu la chance de visiter les SNLE, sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins, à Brest. Voilà, on a vu comment ils travaillaient dans les sous-marins et je leur tire leur chapeau, voilà, à tous. Bravo, parce qu'ils travaillent dans 3 mètres carrés et pendant à peu près 90 jours pour 100 personnes à peu près. D'accord. Donc imaginez 3 repas par jour. Oui. C'est énorme. Et faut pas se louper. Faut pas oublier quelque chose, quoi. Donc hommage à eux, force à eux. Oui, force Merci à eux, surtout. Merci à eux. Domitil. Oui. Alors, quelles sont les spécificités de Jadis et Gourmande en termes de création et d'innovation ? Alors, ce qui nous caractérise, c'est, je crois, la multitude et la profusion de produits. On crée tout le temps. Donc parfois même les clients rentrent et disent « Oh là là, je suis perdu !» Donc il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne. Mais on est très généreux en création parce que c'est ça qui nous amuse. Je pense que c'est ça qui amuse aussi nos clients. Donc on a des produits qui changent tout le temps. Évidemment, on se sert des saisons pour ces créations. Donc là, évidemment, c'est la Saint-Valentin, c'est Pâques, c'est le 1er mai, c'est la fin des classes. Et nos clients, comme on a beaucoup de clients fidèles, ils savent très bien qu'ils vont retrouver des choses différentes, qu'ils vont pouvoir quand même offrir un cadeau différent, même si c'est à la même personne. Et c'est ça qui leur plaît. Donc voilà, on a un peu tout le temps le cerveau en ébullition. Après, on fait des petites séries. Comme nous tous, là, j'ai l'impression. Mais alors, qui décide ? C'est vos chefs ou c'est vous aussi ? C'est très collégial, en fait. Tout le monde participe. Tout le monde participe. Oui, évidemment, on a une équipe au labo, il y a la chef. Moi, je travaille aussi beaucoup dessus. La chef, c'est une femme ? Ah oui, c'est une femme. Bravo. Oui. Il en faut des chefs. Oui. Les chefs femmes, il en faut. Oui. C'est sûr. Et donc, par exemple, on fait des journées de création. Donc là, on a fait une journée de création. Donc, l'apprenti, la chef, tout le monde se retrouve autour du marbre. Et puis, on se fait une journée. Et ça part comme ça. Alors après, on met tout sur la table et on se dit, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler un petit peu plus ? Parce qu'il faut savoir que pour Pâques, on ne fait pas un œuf. On fait 30 créations différentes à peu près. En termes de goût, ou en termes de chocolat différents, ou d'association, ou de visuel ? Plutôt de visuel. Ouais. C'est vrai qu'on ne va pas non plus travailler 30 goûts différents. En plus, je crois que les gens, ils aiment bien quand même retrouver des choses un peu classiques. Alors là, je tiens à dire, j'ai goûté le spéculoos enrobé de chocolat, c'est dingo. Merci. C'est très bon. Du coup, mais tu as il y a des boutiques ? Ou c'est que sur que la distribution ? Il y a 6 boutiques. 6 boutiques à Paris. Qui sont où ? Qui sont dans le 8e, 2 dans le 8e, dans le 6e, le 4e, le 5e et le 10e. Ok. Ça fait beaucoup de boutiques. Ça fait beaucoup de boutiques. Et sinon, après, vous distribuez aux professionnels
Non, après, on ne fait pas du tout de revente dans D'accord, d'autres donc magasins. Si moi, par exemple, je suis intéressée pour utiliser vos produits. Non, en fait, Petite collab. Ah là là. En direct. Moi, ça me plaît. non, mais le problème, c'est que... J'ai goûté, du coup. Donc, C'est qu'on n'est pas... souvent, on est un petit peu trop en retard. Et donc, on s'est rendu compte que ça marchait pas forcément. Là, on est en train de créer notre collection de Pâques. Il faudrait qu'on le fasse Mais bien un one avant. shot, ça peut être pas un, du tout, pas. un Oui, one non, shot. mais c'est clair, il y a de la Mais place. alors, oui, pourquoi pas, avec Ouais. plaisir. Voilà. Vous C'est serez pour ça que j'ai fait ce en tête de podcast. gondole. Donc voilà, donc ça c'est la création. Et puis après, voilà, on sent aussi les tendances, on se balade beaucoup, on goûte. Vous faites du coup des mélanges chocolat un peu salé, piment, tout ça ou pas? Oui, ça peut nous arriver. On a déjà fait des tablettes au piment. On va travailler avec des herbes aussi. Moi, je trouve que les herbes, c'est génial. J'ai goûté une fois chocolat coriandre au salon du chocolat. C'était dingue. Exactement. Ouais. On a fait une fois le thym. C'est très parfumé. Alors parfois, le problème, c'est qu'on ne peut pas le mélanger avec d'autres chocolats. Donc il ne va pas avoir une vie très longue parce qu'il va parfumer tous les autres chocolats. Oui. Le chocolat, ça prend très vite les odeurs extérieures. Et donc, par exemple, on a aussi un chocolat au gingembre. Bah, celui-là, il ne faut pas le mettre à côté d'autres chocolats, sinon tous les chocolats vont sentir le gingembre. Donc, c'est ce qui parfois nous limite dans certaines créations. Il faut faire attention à ça. Merci. Alors, J'ai une question Oui. chocolat. oui. C'est quoi ton origine favorite? Vraie question. Alors, ça, c'est pas facile. Hein, Parce que c'est pareil, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'aime bien, je crois, le chocolat du Pérou en ce moment. Ok. Je trouve qu'il est très intéressant. Toi, je ne sais pas si tu travailles avec du café venant du Pérou. Oui, j'ai goûté, mais justement avec AFPA, des geishas du Pérou, dinguissime. Très, très Donc bon. l'AFPA, c'est l'agence de valorisation des produits agricoles qui organise en fait des concours en fait sur les producteurs et voilà pour vraiment valoriser le savoir-faire. Donc il y a C'est des ça. jurys de dégustation dont tu as fait partie, dont moi je Oui. fais partie pour les huiles végétales notamment. C'était là, hein? C'était là quoi? Les huiles végétales, c'est en ce moment là le Oui. concours. Ouais, il y a un truc au mois de mars. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est la vraie valorisation des produits agricoles et de toutes celles et tous ceux qui s'engagent avec un joli terroir, avec un savoir-faire artisanal, ancestral, la culture, le terroir. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Travail du producteur. Et ouais, on a fait un podcast ensemble avec Virginie, avec la Exact. team AFPA, et Ouais. c'était super intéressant. Ouais. Et AFPA m'avait contacté pour faire la revalorisation du système de notation pour la partie café. Donc pour voir à quel moment, comment décrire un café, est-ce qu'il est plus Des items. acide, des c'est items. ça, plus acide fruité, dans quelle catégorie on va le mettre, Et c'est vrai que pour faciliter les choix. dire ce qu'on aime, c'est très important d'avoir des mots et de savoir comment il faut décrire notre Mais c'est sensation en difficile. bouche. Et c'est très difficile. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi raconter à nos clients et avoir des chocolats de différentes origines. Ça permet vraiment de comprendre la typicité du terroir, Exactement. savoir si on aime les choses un peu plus acides ou un peu plus amères. Enfin, voilà, on est tous différents et on aime plus ou moins certains chocolats ou certains cafés. Ouais. Donc, première partie finie. On enclenche la deuxième partie. C'est la pause? C'est la pause pub. C'est l'entracte. Alors, donc je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis une ancienne professeure de lettres. Voilà. Et donc, du coup, j'ai une petite citation à vous donner et après une petite question. Ok. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust? Waouh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est, ouais, des larmes aux yeux. Petite poésie du lundi matin. Qui se lance? Vas-y, Charlène. Vas-y, Charlène. Moi, je peux me lancer, mais Madeleine de Proust, ça va être l'odeur du jasmin. C'est le Panama qui t'appelle. Je dirais Panama et l'odeur du jasmin. Donc maintenant, c'est pas si vieux que ça, mais quand je sens l'odeur du jasmin, une effluve de jasmin, ça me rappelle l'odeur des caféiers en fleurs. Donc c'est très lié café, mais, c'est pas grave. mais ouais, vraiment là, quand tu lisais, ça me renvoyait à l'odeur des caféiers en fleurs, cette odeur de jasmin qu'on va retrouver aussi dans une tasse. Donc quand tu vas boire un café qui a des notes de jasmin, et pour moi, c'est ça ma Madeleine de Proust du coup. Bah, très bien. Merci, Charlène. Qui se lance? Vas-y.
En plus, Alessandra, je connais ses parents. Oui, tout à fait. Moi, quand tu as parlé de ça, tu as posé la question, ce qui m'est venu tout de suite, j'ai eu une vision de ma mère en train de cuisiner des cèpes. Donc Brigitte. Ouais, Brigitte, ma maman, qui cuisine des cèpes, du coup, qu'on vendait dans le magasin. Et on avait des très jolis cèpes. On aime beaucoup ce produit. Et du coup, à chaque fois, on essaie de trouver ce qui se fait de mieux dans les cèpes, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, j'ai cette odeur de poêlée avec quoi, une persillade? Avec une persillade, un peu d'ail, et puis... Et c'est pour faire goûter aux clients? Non. C'est le repas du dimanche. C'est beau. Alors, ce qui est génial aussi à Univers Primeur, c'est les herbes. En fait, vous avez énormément d'herbes. Choix, ouais. Fraîches. Ouais. Fraîches. Ah oui. Ah ouais. Eh ben, il y a tout. Mm. Il y a quasi tout. Donc, il y a tout. Parce que souvent, c'est l'estragon, par exemple, on dit qu'il n'y a pas. Il y en a toujours du très beau. Ouais. Et ça, c'est bon. Je ferme la parenthèse parce que vous avez compris que j'étais assez fan, en fait, de ce magasin. Donc. Stéphane, Oui, ta petite Madeleine de Proust. Alors pour moi, c'est les moments conviviaux, c'est avec les amis, avec les copains, avec les copains restaurateurs ou avec mes collaborateurs aussi. C'est de passer des bons moments à table. On prend le temps de bien manger et de passer des bons moments. Pour moi, c'est waouh. De toute façon, notre métier, c'est ça, c'est le partage. Ouais, c'est le partage. Puis après, on retransmet, on le transpire auprès de nos clients et voilà, c'est donner un petit peu de temps aux autres. Moi, j'adore. C'est beau, ça. Ouais. Dominique? Alors moi, ça va être la confiture maison. Parce que c'est un moment où d'abord on épluche le fruit et donc on est tous autour de la table. En fait, c'est hyper long d'éplucher les fruits. On sait nous. On sait. Et puis après, il y a cette odeur qui se dégage de la marmite. Alors, c'est quoi ta confiture préférée? Eh ben, c'est la poire, parce que voilà, c'est vraiment aussi lié à la confiture qu'on faisait chez ma grand-mère. Et donc voilà, c'est toute une histoire. Et j'ai l'odeur encore dans le nez, quoi. Ah, top. Très bien. Autre question. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand tu vas dans une brasserie, tu veux toujours tester la même chose en disant, voilà, je prends ça, qui est classique d'une brasserie. Oui, c'est quoi? Moi, c'est un dessert. Ah, mais c'est pas grave. C'est la crème brûlée. Je teste les restaurants avec la crème brûlée. Savoir si elle est faite maison ou pas. Et ouais, ça, tu le sens tout de suite. C'est l'appareil, tu le sens tout de suite. Non, puis après, c'est les fonds de sauce. On sait si la sauce, elle a été mijotée ou c'est de la poudre. Ou, voilà. Enfin, moi, pour en tant que restaurateur, mais ouais, c'est les sauces et les desserts. Ok. Moi, je dirais la purée, pareil. Si on parle de test, une purée mousseline, ça se sent à 10 000. Hein. C'est ça. Ou la purée métro. Hein. Oui. Parce que mousseline, on le voit vraiment, mais voilà, c'est vrai que métro... C'est tellement excellent, une bonne purée de pommes de terre. Et c'est en fait, en soi, très simple. C'est ce qui est quand très même. simple. Il faut juste éplucher. Ou les frites. Ouais. Éplucher les frites et tout. Il y a des gens qui ont la flemme, en fait. Ouais. La flemme, c'est Voilà. ça. Le mal de la société, la flemme. Alessandra. Moi, c'est tout bête, c'est le poiron vinaigrette. Bah oui, mais c'est bon, ça. J'adore. En fait, Qu'est-ce que c'est bon? Et en fait, il y a plein de façons de le faire avec des œufs. Voilà, moi, c'est le poireau vinaigrette. J'aime beaucoup. Bah moi, je crois que je vais être aussi sur les desserts plutôt. Je vais, souvent, je prends un gâteau au chocolat. Bah oui, voilà. Voilà. Bah oui. on reste dans le thème. On reste au chocolat. Autre question, qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Des prépas cocktails. Mon réfrigérateur, il est plein de préparations pour faire des D'ailleurs, cocktails. il y a une question que je voulais te poser. Une question. Donne-nous une recette d'un cocktail le plus créatif que tu aies fait à base de café. Le plus farfelu que j'ai fait à base de café. Farfelu, c'est ça. Farfelu. C'est beau, ça. J'aime bien. Alors, on va aux Philippines. On va chercher un café. Ok, on y va. Qui s'appelle le Liberica. Mais oui, grâce à des rencontres et tout, des projets. Philippines, c'était avec AFPA. C'était justement dans le cadre de la valorisation des produits agricoles. Donc, côté café, tester les différents types de torréfaction. Parce que quand le café, il n'est pas bien torréfié, du coup, ces arômes, ils sont pas révélés. On a des notes de brûlé, alors que le café, il a beaucoup à nous offrir. Donc là, on part aux Philippines, on va choisir une espèce qui s'appelle le Liberica. Donc le Liberica, c'est l'espèce qui est très spéciale, très sucrée, donc des notes de stevia, un fruit qui s'appelle guanabana. Je sais pas si vous connaissez. Ça a des notes un peu banane, exotique, ananas, et des notes un peu fumées, palo santo. Vous connaissez le palo santo ? C'est un bois sacré du Pérou qui est utilisé pour... c'est faire un peu comme la sauge, enfin on fait la même chose. C'est comme la sauge, c'est ça, avec petits du palo bouts de bois. santo, ça a une odeur...
très, très délicate, un peu sucrée, fumée, voilà, boisée, hein, c'est du bois, mais un bois qui est sucré, c'est un bois sacré du Pérou. Donc on va chercher, et il y a des notes boisées dans ce café qui est le Libérica. Donc on va chercher du Libérica, et ensuite on va l'accompagner d'un cordial Palo Santo, d'une liqueur Napoléon, donc cognac et orange, du cognac flambé. Donc c'est une boisson chaude à base de café. Et c'est fumé au Palo Santo. Donc on va brûler le Palo Santo, on met le verre sur le Palo Santo, on va retourner notre verre, on va avoir toute la fumée du Palo Santo et on va verser notre préparation de cocktail avec notre café Libérica, notre liqueur Napoléon, notre cordial de Palo Santo. On va faire flamber le cognac et on va le verser sur le café. C'est une boisson chaude. Ça a l'air canon. Voilà, c'est le petit voyage du 11h15, l'heure de l'apéritif. On aurait pu nous le préparer. Hein. Mais je peux vous préparer un café, en vrai, j'ai de quoi vous faire un geisha du Guatemala, là, pour le coup. Oui. Ah bah on testera après. Bah il y en a. Ok, parfait. Ah bah très bien, on testera en fin d'émission. Ah, trop cool. Bah, je suis contente de vous faire goûter ce café. Très bien. Donc, du coup, on a perdu l'histoire. Donc, des préparations, cocktail, qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur? Des préparations. Voilà, dans mon réfrigérateur, il y a beaucoup de préparations. Des œufs, eau de rose. Ah oui, des os, EAUX. Oui. J'étais sur OS parce que j'ai fait un bouillon de poule. Il n'y a pas de bouillon de poule. J'ai fait des bouillons de volaille, font de sauce. Des œufs aromatiques, des sirops, du verjus. Il y a plein de choses, plein de préparations sympas. Le verjus, c'est du jus de raisin qui n'est pas arrivé à maturité. Et on va l'utiliser pour acidifier les préparations. Ok. Voilà, pour donner l'équilibre dans les cocktails. Super. Domitille? Moi, du fromage. Voilà. Une prédilection J'aime tous les fromages. Voilà, parce que souvent, après une journée où j'ai mangé trop de chocolat, j'ai envie de manger du salé et j'adore arriver à la maison et manger un petit peu de fromage. Super. Alessandra? Je crois qu'il y a toujours une mozza. Il y a toujours une mozza parce que c'est simple. Combien de mozza à Univers Primaire? Il y en a beaucoup. Je pense en saison, on doit avoir entre 12 et 14 sortes de mozzarella burrata. Ouais. On est en direct avec des Italiens. Et ouais, pour nous, c'est très important, d'origine italienne. Donc la mozza, ouais. Top. Trop mignon. Alors moi, je suis comme les cordonniers les plus mal chaussés. Mais oui, on sait. Il n'y a pas grand-chose, mais ce que j'aime, c'est comme faire dans Top Chef avec... Avec ce qu'il y a. Voilà. Le panier surprise. Une carotte, une tomate et on y va, quoi. Bah oui, bien sûr. Et tu as toujours des bons produits dans ton... Voilà, c'est la base. En général. Ok. Alors, l'avant-dernière question. Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Ça peut être une phrase, hein, ça peut être... Pour moi, c'est de l'amour. Ah oui. Tout simple. Pour moi, c'est faire plaisir, partager. Mais grave, on cuisine souvent pour les autres. Ma grand-mère, elle adore cuisiner pour les autres. Moi aussi, je prends plaisir à me cuisiner pour moi. Je me fais toujours une belle assiette. Mais quand je peux partager ce plat avec quelqu'un, ou ce cocktail, ou ce café, c'est d'autant mieux, quoi. Donc, amour et partage, ouais. Amour, partage, plaisir. Ok. Pour moi, cuisiner, c'est mettre en valeur tous les sens, les 5 sens. Ok. Je dirais que c'est faire plaisir aussi, parce que quand moi je suis toute seule, je me fais pas trop manger. Ben oui. Et en revanche, j'adore recevoir. Et à chaque fois que je me mets en cuisine, c'est toujours pour faire plaisir. Et je pense aux personnes que j'aime et qui recevront ce don-là. Ok. Et dernière question, et là je sens que ça va être beau. Comment vous définiriez la passion? Allez, on y va, on se fait plaisir. On est lundi matin, Stéphanie va partir dans ses... J'avais un truc, j'ai carrément écrit un texte sur la passion. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais pour moi, la passion, en plus, il était pas mal long, ce texte. C'est le fait de pouvoir faire gratuitement quelque chose pour lequel on pourrait être payé très cher. Voilà. C'est beau. C'est parce qu'en fait, on pourrait faire gratuitement, on pourrait cuisiner gratuitement, on pourrait donner des cours gratuitement. Parce que c'est notre passion, on est animé par ça. Mais on pourrait être payé très cher pour ce qu'on fait. Donc pour parce moi, qu'en fait, c'est l'ingrédient en plus, c'est le petit supplément d'âme qui fait que derrière, c'est hyper précieux. C'est ça. En fait, c'est tout, c'est notre essence même. La passion, c'est ce qu'on a à l'intérieur du cœur, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est le côté créatif, donc du chef, de la personne qui a envie de créer quelque chose et ensuite de le transmettre. Donc c'est quelque chose de puissant qu'on a à l'intérieur du cœur. Merci. Qu'on transmet.
Pour moi, la passion, c'est l'exigence. Si on aime quelque chose vraiment très fort, on veut que ce soit très réussi. Et donc, il faut aller parfois un peu au-delà de soi-même. Il ne faut pas se contenter du tout juste fait. Il faut pouvoir aller au-delà. Aller au-delà. Très beau. Pour moi, la passion, oui, c'est quelque chose qui nous anime et qu'on souhaite transmettre. Je vois, moi, la passion des bons produits, c'est quelque chose que nous ont transmis nos parents et que j'essaie de transmettre à mes enfants tous les jours, leur faire goûter le maximum de choses. Même à leur âge, ils ont mangé, je pense, pour leur peu, ils ont 6 ans, mais je leur fais goûter tout. Et c'est ça, la passion, c'est transmettre. Stéphane, on termine avec toi. Non, c'est vrai que les filles ont déjà tout dit, mais la passion, ça ouvre beaucoup de portes. Moi, j'ai de la chance, alors pas envers moi, mais si envers moi un peu plus. Moi, je vois les jeunes. Alors j'ai une 50aine d'années, je m'aperçois que les jeunes dans mon quartier, je suis comme les meufs meilleurs ouvriers de France, mais c'est moque, c'est meilleurs ouvriers du coin, on en parlait l'autre jour. Mais ils sont passionnés par des grands chefs, et puis je leur dis faut rester humble, et la passion ça passe par là. Quand je vois qu'ils sont passionnés par ce qu'on fait, par notre métier. Moi, j'ai la chance de le faire. Charlène en parlait, de le faire gratuitement. Je fais la petite séquence émotion. C'est travailler pour le CHU de Caen et de Baclès aussi pour le spécialisé dans le cancer. Dans le cancer. Voilà, surtout pour les enfants, et je le fais totalement gratuit. Donc là, pour Pâques, on fait à peu près 600 œufs en chocolat qu'on fait nous-mêmes. Attention, on n'achète pas. Mais après qu'on offre aux enfants malades. Et voilà, c'est vraiment une transmission. Et quand ils nous voient, c'est eux qui ont la passion vers nous. Et nous, ça nous motive. Rendre heureux. Merci. Voilà. Alors, je conclus. Oh, t'as les larmes aux yeux. Oui. Quel épisode souriant qui a mêlé humour, émotion et professionnalisme. Autour de moi, 4 individualités admirables dont la passion a été infusée dans nos échanges durant 1 heure, très sincère. Tellement fière de vous avoir eu à mon micro ce matin. Merci Charlène. Merci Virginie. Merci Alessandra. Merci, c'était un super bon moment. Beaucoup apprécié. Merci Domitier. Merci. Et merci notre poète Stéphane. Merci beaucoup. Continuons de vibrer en restant soi-même. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.